Bonjour à tous, ici Nicolas Castolo des éditions Camion Noir. Aujourd'hui, nous abordons le sujet peu connu en Occident des tueurs en série japonais avec Satsujin d'Alexandre Bodeko. Nous allons discuter avec son auteur de ce livre qui est paru en avril chez Camion Noir et nous saurons tout ou presque de ce sujet passionnant. C'est parti. My victims never knew what was going to happen. I've had shootings, knifings, strangulations, beatings, and I've participated in actual crucifixions of the humans. All across the country, there's people just like me who set out to destroy human life. Pouvez-vous me citer un seul tueur en série japonais? Moi, jusqu'à présent, je ne connaissais que Miyazaki, le célèbre otaku tueur de petites filles, surnommé Ratman par la presse japonaise, mais à part lui, j'avoue que je ne connaissais pas beaucoup d'autres tueurs d'envergure dans cet archipel. Comme la plupart d'ailleurs des amateurs de true crime, occidentaux et américains, c'est vrai que c'est un sujet qui est très peu abordé par la littérature criminelle. Et pourtant, il y en a eu beaucoup des tueurs en série japonais. Et lorsque j'ai reçu le manuscrit d'Alexandre Bodeko, le manuscrit de Satsujin en décembre dernier, j'en ai fait une priorité et je l'ai sorti 3 mois après. C'est pour vous dire à quel point je voulais faire découvrir au public français cet univers qui nous est jusqu'ici mystérieux. Bonjour Alexandre, peux-tu te présenter au lecteur de Camion Noir et nous parler un peu de l'univers dans lequel tu évolues? Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous les lecteurs, bonjour à tous les abonnés. Donc je me présente, je suis Alexandre Bodeko, l'auteur de Satsujin, crime et serial killer au Japon. Donc je suis illustrateur, je suis auteur, je suis graphiste, j'interviens auprès de pas mal de maisons d'édition en tant que conseiller aussi. Voilà. J'ai commencé ma carrière entre guillemets d'éditeur en tant qu'éditeur juvénile. J'avais à peine 14 ans quand j'ai sorti mes premiers fanzines, ensuite maison d'édition associative, et puis professionnel à partir des années 90, quand j'ai eu fini les Beaux-Arts. J'ai travaillé comme directeur de ma maison d'édition, Vegetal Chupang, qui éditait du manga, des livres d'art, des livres de culture underground japonaise. Voilà, j'ai entre autres édité Battle Royale, c'est moi qui l'ai amené en France à l'époque. Ensuite, j'ai travaillé comme directeur littéraire aux éditions Soleil, j'ai travaillé pour des éditeurs japonais, pas mal, enfin, monté une maison d'édition ensuite indépendante spécialisée dans le livre d'art avec des titres assez particuliers, dont un qui s'appelait Yami, qui était une espèce de recueil d'images macabres réalisé par des jeunes auteurs de manga qui avaient plutôt l'habitude de faire dans des choses plus bluettes. Voilà, des choses que je voulais qui se démarquent un peu de la norme. L'univers dans lequel j'évolue aujourd'hui est à peu près toujours le même parce que je baigne dans la culture underground depuis ma prime adolescence. La culture punk, la culture metal, la culture hardcore. Je suis un grand fan de grindcore, de brutal death, de choses comme ça. D'ailleurs, mon travail d'illustrateur m'amène à travailler avec beaucoup de groupes. J'ai notamment fait beaucoup d'illustrations pour le groupe Zombie Lolita, ceux qui ont signé la musique du générique de mon émission Satsujin, aussi sur YouTube. J'ai travaillé pour des groupes de métal scandinaves, Rongeur en Norvège notamment, enfin voilà, pas mal d'autres. Et comment t'es venue l'idée de Satsujin? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire Satsujin? Satsujin, ça veut dire meurtre, tout simplement. C'est bien trouvé. Comment m'est venue l'idée d'écrire Satsujin? Très simplement. En fait, je travaillais sur ces sujets-là depuis très longtemps. J'avais été sensibilisé à toutes ces histoires à l'époque où j'étais éditeur. Ensuite, pendant mon parcours, enfin mes parcours au Japon, du moins, on était baigné dans ces faits divers qui m'ont toujours intéressé. J'ai fait des rencontres aussi qui m'ont fait m'y intéresser. Et l'année dernière, j'ai décidé de monter une nouvelle chaîne YouTube dans laquelle je parlerai justement de ces faits divers japonais, que j'ai appelé Satsujin parce que le sujet s'y prêtait. Et de fil en aiguille, à force de faire des recherches, à force de lire, de traduire, de rédiger les scripts de mes émissions, j'ai eu l'idée de compiler tout ça dans un livre.
qui a été un peu long à venir, un peu long à accoucher, surtout les traductions, et la documentation, parce que je parle quand même de sujets qui ont plus de 150 ans, donc trouver de la documentation, des archives, c'est assez compliqué. Et puis bah, voilà, j'ai eu la chance de trouver un éditeur plutôt cool. À plusieurs reprises dans le livre, tu évoques la façon dont tu as découvert ces affaires qui sont généralement très peu évoquées en Occident. Est-ce que tu t'intéressais déjà au sujet auparavant et voire même au sujet des tueurs en série américains par exemple? Oui, bah justement, c'est ce que je te disais juste avant. Alors, ta précédente question, il m'est arrivé d'être confronté indirectement, hein, j'ai découvert personne découpé en morceaux à la maison en rentrant, je te rassure. Mais il m'est arrivé d'être impliqué de façon indirecte dans certaines histoires, c'est-à-dire, j'en parle dans Satsujin, notamment lors du massacre de l'école d'Osaka, je publiais un auteur qui est toujours un ami, Senno Naife, qui est le créateur de Shitaro-kun. C'est un petit garçon slasher, un petit collégien qui a un grand couteau dans son sac et qui tue ses amis, ses profs, et qu'on a accusé à l'époque d'être la source d'inspiration du type qui a perpétré tout ça. Donc voilà, je me suis déjà posé quelques questions là-dessus. J'avais bien sûr entendu parler de l'affaire de Miyazaki Tsutomu, qui est quand même une des affaires qui a le plus marqué l'opinion publique japonaise. Et c'est vrai que c'est ce genre de choses qui m'a aussi poussé à m'intéresser à ces sujets-là, à ces affaires. Comme je te l'ai dit, comme je vous l'ai dit d'ailleurs à tous tout à l'heure, j'ai publié un livre il y a une douzaine d'années qui s'appelait Yami, sombre mécanisme de conscience morbide, qui parlait justement de ces affaires-là, mais en illustration. D'ailleurs, il y avait très peu de texte. Donc j'en ai énormément parlé avec certains de ces illustrateurs, dont certains avec lesquels je suis resté en relation également. Je parle dans cette saison aussi d'une de ces mangaka avec laquelle j'avais travaillé à l'époque où j'étais directeur de collection, alors là attention, aux éditions Harlequin, faut bien manger, et qui avait illustré un de ces épisodes dramatiques des affaires d'enlèvement en manga à l'époque, et qui m'avait proposé justement de partager sa doc avec moi, ce qu'elle a fait, ce qui m'a beaucoup aidé à m'y intéresser encore plus et à pouvoir bien sûr écrire de façon plus précise et documentée. Les tueurs en série américains m'ont intéressé quand j'étais plus jeune, parce qu'ils faisaient partie de la pop culture et de cette culture underground dans laquelle je baignais. Moi j'ai surtout découvert tout ça avec les groupes que j'écoutais à l'époque. C'est vrai que je suis par exemple un grand fan du groupe Macabre, qui ne chantent que sur le thème des tueurs en série, donc j'en ai découvert beaucoup à travers leurs paroles, et puis à travers les univers voilà, de tous les groupes de death metal que j'écoutais à l'époque et que j'écoute toujours d'ailleurs. Voilà, les visuels de Cannibal Corpse m'ont toujours fait marrer, on peut dire qu'ils m'ont fasciné, mais ils m'ont toujours plu, le visuel m'a toujours plu. Voilà, c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser à tout cet univers-là. Oui, tu évoques Macab, bah, c'est fort dommage que Macab n'ait jamais abordé ce sujet des tueurs en série japonais parce que ça aurait fait un titre génial. Mais pour revenir à ton livre, j'ai remarqué quelque chose, c'est que très souvent, ces affaires, elles sont révélatrices de phénomènes de société, que ça soit bah, les otaku par exemple, ou la mafia japonaise, ou le phénomène des infanticides qui se déroulait encore très régulièrement dans certaines institutions, un phénomène que l'on cachait au public, hein, mais qui avait effectivement lieu. Hein. Et à ton avis, est-ce que c'est en cela que réside la grande différence entre les tueurs en série japonais et les tueurs en série américains? Est-ce que c'est une spécificité du crime sériel au Japon? Oui, tout à fait. Il existe réellement une spécificité des tueurs en série et des tueurs de masse au Japon, qui sont, de toute façon, la réponse est dans la question, hein, liée à la spécificité aussi du pays. Je pense qu'on ne trouve pas, enfin j'en suis même persuadé, on ne trouve pas les mêmes problématiques sociales et sociétales au Japon qu'on les trouve en France ou aux États-Unis. Le fait notamment que le pays soit l'un des pays les plus sûrs du monde, voire le pays le plus sûr du monde, dans laquelle éventuellement celui qui veut passer à l'acte sait qu'il aura moins de soucis immédiats avec les autorités et avec la population qu'il pourrait en avoir bah, aux États-Unis ou en Australie ou même en France. Les meurtres de masse aussi sont très très différents. On n'a pour ainsi dire aucun
meurtres de masse par arme à feu au Japon. Il y en a un qui sera dans le tome 2 de Satsujin d'ailleurs. Mais 99,9% des meurtres de masse au Japon sont faits au couteau, dans la rue, de façon aveugle, sur des cibles en général non repérées à l'avance. C'est un point commun avec les tueurs de masse américains, je sais, mais on a quand même quelques cas, notamment chez les tueurs hikikomori, c'est-à-dire ceux qui s'enferment chez eux et qui sortent au bout de 5, 10, 15 ans de réclusion volontaire pour tuer, où là c'est plus généralement orienté vers les enfants, puisque on est au Japon comme dans d'autres pays, mais vraiment au Japon de plus en plus dans une société de l'enfant roi qui énerve énormément ceux qui voudraient rejeter toute la responsabilité de l'échec de leur vie sur ces nouvelles générations, sur les enfants gâtés, sur les enfants rois. On a ça, on a la grande proportion d'infanticide qu'il y a aussi, on le voit extrêmement souvent, la maltraitance à enfants et l'infanticide qui est en hausse croissante depuis des années et qui est intimement lié au problème de la société japonaise par rapport à la maternité, par rapport au choix entre la carrière, entre le fait de devenir mère ou le fait de réussir dans sa vie, et qui donc pose aux jeunes femmes qui tomberaient enceintes de façon involontaire ce grave problème de ma vie va être terminée, ma famille va me rejeter. Il y a aussi ce rapport par rapport à la vision que les gens ont de vous, de votre famille, à ce lien social et familial qu'on veut essayer de garder à tout prix, même si la famille est dysfonctionnelle, même si rien ne va, même si à l'intérieur du foyer, tout le monde se tape dessus, s'engueule du matin au soir, il faut conserver l'apparence. Et c'est souvent ce qui a permis à des drames d'arriver au point de non-retour, comme par exemple l'affaire de Furuta Junko, qui est une des affaires, voire l'affaire qui m'a le plus marqué. C'est-à-dire on est en train de tuer, de torturer, de violer, de faire subir les pires sévices à une jeune femme, dans une maison familiale, avec la famille autour. On s'en aperçoit, mais on ne dit rien, parce qu'il faut sauver les apparences. Et c'est le cas dans 80% des affaires desquelles je parle. Donc ça, je pense que c'est une grande particularité, effectivement, des affaires criminelles au Japon par rapport au reste du monde. Alexandre, est-ce que parmi toutes ces affaires, il y en a une qui t'a spécialement touché ou fasciné? Moi, c'est celle de Girl X, que je ne connaissais absolument pas avant de lire ton livre. Girl X, une adolescente de 15 ans qui ramène une camarade de classe chez elle, qui l'étrangle et qui entreprend de la disséquer lentement alors qu'elle est en train de discuter avec des camarades de classe sur un forum crypté. Donc une affaire absolument sordide, mais fascinante. Ouais, ouais, l'histoire de Girl X, elle est passionnante, elle est fascinante, elle est effrayante, parce que je suis papa d'une adolescente, entre autres, donc ouais, ça me fait pas rire, en fait. Mais c'est une histoire terrifiante, je comprends qu'elle t'ait fasciné. S'il y avait une histoire en particulier qui m'avait vraiment passionné, il y en a beaucoup, il n'y en a pas une en particulier, mais j'en ai un peu parlé là tout à l'heure. Euh, Il y a une histoire qui me terrifie toujours. Euh, Pourtant, j'en ai lu, vu et écrit euh, beaucoup. Mais celle-là, une fois de plus, certainement liée aussi au fait que je sois père d'une fille, enfin j'en sais rien. C'est l'histoire de Furuta Junko, du meurtre de Furuta Junko, qui est le premier chapitre de Satsujin, et qui continue à me mettre des frissons dans le dos. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, tous ceux qui ont lu le livre ou qui ont vu ma vidéo dessus comprennent. Elle m'a passionné parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'être passionné quand on découvre cette histoire. Elle terrifie encore les gens quand on en parle. Moi, c'est ce que je raconte en introduction du chapitre. C'est que quand le très mauvais téléfilm sur l'histoire est passé à la télé, ma copine de l'époque était complètement flippée. Elle m'a demandé de changer de chaîne, elle m'a même pas voulu me dire ce dont il s'agissait, j'ai dû aller faire mes recherches moi-même, en parler autour de moi. Et pourtant aujourd'hui elle est médecin légiste, donc elle a fait du chemin. Euh, mais, euh,
Mais ouais, c'est une histoire qui est tellement révélatrice de ce qui se passe au Japon. Et encore une fois, ça rejoint la question d'avant. C'est une histoire qui englobe en elle tout ce que la criminalité japonaise peut avoir de spécifique, c'est-à-dire des gamins qui rêvent de devenir yakuza, une jeune fille qui tombe comme ça du jour au lendemain dans l'ultra-violence d'une société qui cache un peu quand même cette violence latente, le non-dit, la protection de l'honneur familial, la lenteur des investigations parce que pas habitué, parce que pas de moyens, enfin. Et puis juste le martyr de cette pauvre fille, quoi. À Tokyo, je suis pas très très loin de l'endroit où on a retrouvé son corps dans le baril. Et quand je vais dans le parc Wasaki, ça me met toujours des frissons parce qu'il y a le souvenir de cette histoire. C'est vraiment l'histoire qui m'a vraiment le plus marqué. Là, une autre histoire qui m'a énormément marqué aussi, pas de spoil, mais que je connaissais pas, je l'avoue, je l'ai découverte il y a 3 mois quand j'ai commencé mes recherches pour le deuxième volume de cette usine. C'est une histoire de, comment dire, de parricide légitime. Euh, Ça paraît un peu compliqué, mais c'est une histoire qui me passionne toujours. Je viens de terminer le chapitre, qui va être long, parce qu'il y a tellement de choses à dire. L'histoire d'une jeune fille, Aizawa Mio, qui a été violée et tabassée par son père depuis qu'elle a 14 ans, à qui il a fait 3 enfants, enfin 5, mais deux qui sont morts, et qui jusqu'à ses 26 ans a vécu un enfer et un jour a décidé de mettre fin au jour de son tortionnaire. C'est une histoire vraiment prenante. Ça m'a fait quelque chose de travailler dessus parce qu'il y a quelque chose d'horriblement glauque. C'est du Natasha Kampusch, mais en plus glauque parce que c'était à l'air libre et que les voisins n'ont rien dit. Comme c'est bizarre. Toi qui baignes dans la culture manga, est-ce que tu comprends la dynamique qu'il y a derrière le phénomène otaku, représenté dans ton livre par l'ignoble Miyazaki, le tueur de petites filles, chez lequel on a retrouvé des piles et des piles de mangas et de vidéos pornographiques, et en particulier des mangas Eloguro. D'ailleurs, peux-tu nous dire ce que c'est que la Mhm. culture Eloguro? Oui, alors la culture manga, j'y baigne plus tellement. Bon, mes enfants en lisent. C'est un peu le dernier rapport que je peux avoir avec. J'en lis de moins en moins parce que je trouve de moins en moins de choses intéressantes. Mais effectivement, je la connais bien parce que ça a été mon métier aussi pendant des années. Ouais, la culture Eloguro, c'est quelque chose d'assez particulier. À la base, c'est quelque chose de plutôt classique, de plutôt intéressant, qui a été complètement dévoyé par, notamment, t'en parles, par Miyazaki Tsutomu. Moi, j'ai découvert le Eloguro à travers les écrits et surtout les articles de Edogawa Rampo, un écrivain japonais dont je parle aussi dans cette usine, parce il a beaucoup écrit sur ces phénomènes notamment d'ange de la mort, de mère infanticide. Euh, c'est comme toutes les formes d'art, comme toutes les formes de pop culture aussi. C'est un outil, on en fait ce qu'on veut. On peut être tireur sportif toute sa vie, et ne pas tirer sur les gens quand on croise un groupe de personnes dont la tête ne vous revient pas, ce qui est souvent mon cas. Je pense que dans le cas de la culture otaku, qui est une culture, ouais, une subculture, je vais pas dire une sous-culture parce que c'est péjoratif, pardon. C'est une culture dans la culture. Au Japon, les otaku ont pas très bonne presse. Moi, je sais que pour mes amis, traiter quelqu'un d'otaku, c'est extrêmement péjoratif. C'était un peu comme geek il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est devenu cool d'être geek. Pour moi, ça l'est toujours pas, mais c'est un peu la même chose. Donc, ce phénomène, bah, il s'explique de la façon suivante et assez simple. C'est ce dont je te parlais, ce dont je vous parlais tout à l'heure à propos des spécificités de pardon, de la société japonaise. C'est-à-dire qu'à force de se tourner vers l'individualisme et à force de se tourner vers la société et la culture des loisirs, surtout, on a créé une génération qui avait accès à tout, y compris au pire. Et on l'a vu justement dans l'affaire Miyazaki. Les mangas et les cassettes qu'on a retrouvées chez lui, les VHS qu'on a retrouvées chez lui, en Europe seraient totalement interdits et vous vaudrez 15 ans de prison minimum. Au Japon, elles sont autorisées.
Pourquoi? Certainement pour le business. J'ai été éditeur de ecchi manga, donc de manga érotique, enfin manga pornographique. Euh, j'ai vu la difficulté qu'on avait à les publier en Occident, en Europe et aux États-Unis, alors qu'au Japon on les trouvait sur les étagères sans aucun problème. L'histoire de la censure est uniquement une histoire de moralité qui n'a absolument rien à voir dans une censure telle qu'on peut l'avoir en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire pour protéger une population, c'est juste pour se mettre à l'abri derrière les lois. Euh, je pense que le Eloguro a été dévoyé par cette culture-là aussi, là où on avait quelque chose d'assez pur. Dans mes illustrations, il m'arrive souvent de représenter des scènes de Shibari parce que j'aime ça, je trouve ça beau, je trouve ça esthétique, je trouve ça élégant. Par contre, je n'ai aucune fascination pour les gens qui en font usage dans un but criminel. Alors j'en parlerai dans un livre, certainement, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Le Yoroguro et cette culture otaku dont Miyazaki se réclamait, entre guillemets, il s'est jamais réclamé de rien, le pauvre garçon. Mais voilà, ça fait partie de ces spécificités, pardon, qui font que ce phénomène-là m'a intéressé, même si je te dis aujourd'hui, j'y baigne plus vraiment, je le connais, je pense qu'il a été terriblement dévoyé. Je connais encore beaucoup de fans d'animés, de mangas, qui sont des gens tout à fait équilibrés, qui ne vivent pas que de ça non plus. Mais je comprends que si un esprit déjà faible à la base utilise cet outil, il en fasse un très mauvais usage. Tout à fait. Mais dis-moi, comment, à ton avis, ces crimes sont perçus au Japon? Euh, Est-ce qu'il y a un engouement du public japonais pour ces affaires, comme il y en a en Europe et aux États-Unis? Ou alors est-ce que les médias font en sorte de les étouffer pour ne pas entacher la réputation du Japon comme étant l'un des pays les plus sûrs au monde, les moins violents? J'ai eu une petite expérience à mon niveau il y a quelques années en exposant plusieurs toiles à Vanilla Gallery à Tokyo. La personne qui organisait donc cette exposition voulait que je lui peigne plusieurs portraits de tueurs en série américains, mais il ne voulait surtout pas que je lui envoie 2 portraits de tueurs en série japonais, parce qu'il me disait que ça aurait pu être très mal perçu par son public. Et je lui avais demandé si je pouvais quand même faire le portrait du leader de la secte Aoum, donc qui a été responsable de ces attentats au Gap Sarin dans les années 90. Et là, alors là, ça a été la fin du monde. Il m'a dit surtout pas, surtout pas. C'était beaucoup trop frais et ça aurait été extrêmement mal perçu par les personnes qui seraient venues voir cette exposition. Comment ces crimes sont perçus? Je pense qu'ils sont perçus comme un peu partout dans le monde, c'est-à-dire ça horrifie la population, on en parle beaucoup, ça fait la une des journaux, de la télévision pendant une semaine. Ensuite, comme on a toujours une bonne centaine de condamnés à mort qui attendent leur exécution, le ministre de la Justice en fait pendre 2 ou 3 histoire de calmer l'opinion, et on passe à autre chose parce que au Japon, souvent, c'est comme ça, on passe à autre chose. Les grands traumatismes de l'histoire, même les plus récents, hein, je parle pas que des bombardements de 45, mais aussi et surtout, je pense, du tsunami de 2011, a traumatisé et laissé une grosse empreinte au Japon, mais on a tourné relativement rapidement la page. Une fois que les plaies avaient été cicatrisées, on en parle assez peu aujourd'hui. On en parle assez peu. Je pense que c'est à peu près la même chose pour les meurtres, pour les crimes, les tueries de masse. On voit beaucoup de stèles de ci et de là qui commémorent des victimes, qui commémorent des victimes d'accidents, des victimes de meurtres, comme on trouve les mêmes qui commémorent des exécutions à l'époque Meiji, même avant, et Edo surtout. Je pense qu'il y a aussi, ouais, comme tu le demandais dans ta question, le fait de vouloir mettre un peu la poussière sous le tapis, c'est-à-dire maintenir la réputation, pas perdre d'étoiles sur le TripAdvisor des pays les plus sûrs du monde. Alors, bon, je te rassure, hein, on est en sécurité au Japon, tout se passe bien, on peut sortir, laisser ses enfants sortir. Des Miyazaki, des Uematsu, il n'y en a pas tous les jours. Mais la population, en règle générale, a du mal à en parler ensuite.
Après, il y a tout le monde de la culture underground, le monde littéraire, le monde artistique, qui lui s'y intéresse plus, peut-être plus d'une façon philosophique. Il y a quelques écrivains et sociologues qui écrivent dessus. Je parlais d'Edgar Allan Poe notamment, qui a beaucoup écrit là-dessus, et qui s'y intéressait parce qu'il s'intéressait à la société. Mais à part dans ces milieux un peu underground, des cinéastes, certains cinéastes, voilà, qui basent aussi beaucoup leur esthétique sur des images qu'on peut avoir quand on pense à ces affaires-là. Mais la population en général se protège contre ça. Pas contre les tueurs eux-mêmes, mais contre l'image qu'elle peut leur envoyer. Alors, tu es en pleine écriture de la suite de Satsujin, et j'ai très hâte de lire ton manuscrit quand il sera fini. Et tu m'as dit que tu évoquerais le cas Sagawa. Alors Sagawa, je vais faire un aparté pour en parler brièvement, parce que je compte vraiment faire une émission spéciale sur lui un jour. Sagawa, c'est donc cet étudiant japonais installé en France qui, dans les années 80, début 80, tue une de ses camarades de classe de la Sorbonne et entreprend de la dévorer pendant 2 jours. Il est tout de suite arrêté et incarcéré tout d'abord à la maison de la santé, puis ensuite en psychiatrie, et ensuite il est extradé au Japon, et au bout de quelques années, il est libéré. Sagawa, c'est devenu une superstar du crime, il est même connu jusque aux États-Unis. Les Rolling Stones ont fait un morceau sur lui, et oui, effectivement, et dans les années 80, j'ai été happé par cette affaire, j'étais tout gamin, et chez mon oncle, j'ai trouvé ça. Ça, c'est Photo. C'était un magazine plus ou moins érotique dans les années 80. Et ils avaient fait un encart qui s'appelait L'amour fou. Alors, le but de cet article, c'était de montrer que Sagawa était amoureux fou, donc, de cette Renée Hartfeld, cette jeune fille qu'il avait invitée chez lui avant de l'abattre. Bon, on a su plus tard que c'était pas du tout une histoire d'amour, hein, il voulait juste la bouffer. Mais ça avait fait scandale à l'époque, parce que montrait Photo, des images comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Voilà, donc imaginez, moi j'avais même pas 10 ans quand j'ai lu ce truc-là, ça m'a profondément intrigué, fasciné, et voilà, je voulais en savoir plus sur ce personnage. Et donc dans les années 90, bien après, à la fin des années 90, j'ai réussi à retrouver son adresse et j'ai correspondu avec lui. Et j'ai correspondu pendant près de 15 ans environ. Donc on s'est échangé des lettres, des dessins, on a collaboré ensemble à des projets artistiques. Il m'envoyait des trucs comme ça, par exemple, hein, des portraits de différents cannibales. Alors, je ne sais pas du tout ce qui est écrit, parce que je ne lis pas le japonais, mais j'imagine que, voilà, il se compare à eux, et effectivement, il se met dans la logique de Albert Fish ou de Jeffrey Dahmer, ou de Miyazaki, que vous voyez ici, hein. Euh, mais effectivement, c'est un personnage fascinant. Peut-être que tu peux nous dire sous quel angle tu vas l'aborder. Oui, c'est ça, je suis en pleine écriture. Là, j'ai quasiment bouclé 5 chapitres. J'en ai encore une quinzaine à traiter. Là, j'en suis à la phase décryptage des archives, qui sont pas toujours en super état et parfois très difficiles à lire. Euh, J'écris beaucoup de brouillons, j'ai beaucoup de nouvelles affaires que j'ai découvertes, notamment que j'évoquais tout à l'heure, de cette jeune femme. Euh, il va parler essentiellement, cette fois-ci, de crimes beaucoup plus sociétaux, un peu plus anciens aussi, parce que j'ai découvert des histoires du 19e et début du 20e qui sont vraiment passionnantes. J'en avais déjà mis quelques-unes dans le premier tome, là j'en ai découvert d'autres qui sont vraiment, vraiment chouettes. Enfin, chouettes.
intéressante à traiter, du moins. Donc là, je suis en plein. Quant à Sagawa, c'est assez particulier. Ouais, je vais écrire un truc sur lui. Je vais certainement faire un insert, sûrement faire un insert dans le volume 2 de Satsujin. Mais à la base, dans Satsujin, je voulais vraiment parler des affaires criminelles au Japon. Et Sagawa, jusqu'à preuve du contraire, au Japon, il a rien fait. Mais son histoire est passionnante. Alors effectivement, je sais que tu connais un peu l'individu et son histoire. J'en parlerai parce que ça a eu un retentissement euh, au Japon, pas comme celui que ça a eu en France, bien sûr, mais ça a eu un retentissement aussi où on a à nouveau parlé des problèmes de compatibilité entre les civilisations, les cultures. Est-ce que nos ressortissants peuvent aller étudier à l'étranger? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Il y a eu une période où j'ai presque ressenti que il était sur le bord de basculer du côté de la victime d'un point de vue social. Je sais qu'il s'en est bien tiré grâce à sa famille et à ses relations, mais il y a quand même eu quelque chose de cet ordre-là. Quant à lui, c'est vrai que, alors je ne le connais pas personnellement, je l'ai croisé une fois de loin dans une soirée dans laquelle il était invité. Il y avait un concert d'un groupe de metal indus, il y avait des performances, du body painting, des choses comme ça. Il était invité, je sais plus pourquoi, je mentirais en disant que je m'en rappelle, c'est peut-être pour une dédicace ou quelque chose. Voilà, l'acte en lui-même m'intéresse énormément, le personnage un peu falot, un peu effacé m'intéresse moins, mais c'est justement là-dessus que j'aimerais creuser, j'aimerais savoir ce qui a pu pousser un type qui est pas très intéressant à la base à commettre ce genre d'acte qui a quand même une connotation, qui a quand même une symbolique extrêmement forte. Donc j'écrirai sur lui, ouais. Je sais pas comment encore, mais j'écrirai sur lui. Peut-être un petit bonus, sûrement un petit bonus à la fin de cette Satsujin 2. Alexandre, à part l'écriture, je sais que tu es très impliqué dans l'univers du graphisme. Et est-ce que tu peux nous parler de tes projets dans cet univers-là? Ouais, bah, avec plaisir. Je travaille beaucoup de toute façon, en général. Donc, comme, à part l'écriture, en ce moment, je travaille énormément sur mes vidéos, parce que je sors une vidéo toutes les semaines à peu près sur ma chaîne Satsujin. Euh, pour la trouver, c'est le même nom, c'est Satsujin aussi. Niveau graphique, bon, à part le travail professionnel pour manger plus confortablement, je suis sur une série de nouveaux portraits, donc je vais essayer de faire une série d'une vingtaine de portraits. J'ai commencé à faire des croquis, des crayonnés, mais c'est toujours un peu long. Des tueurs en série et tueurs de masse dont je vais parler dans le Satsujin 2. Donc ça c'est en cours. J'en parle de façon régulière, soit sur le groupe Facebook de Satsujin, Meurtre à tueur en série au Japon, on le retrouve assez facilement. Je pense que Nicolas vous mettra les liens en description. Sur ma page d'illustrateur, dont il mettra, j'imagine, les liens en description aussi. Ensuite, je travaille sur des projets de clips vidéo aussi pour des amis et puis pour mes productions personnelles parce que je fais aussi la musique de mes vidéos. Et je suis bien sûr toujours en train de penser à de nouveaux projets d'écriture. J'ai commencé la documentation, les traductions et quelques brouillons sur un livre que je voudrais consacrer à l'histoire du terrorisme au Japon. Ça paraît antinomique et pourtant il y a une véritable histoire du terrorisme au Japon. Alors, je pense que tout le monde se rappelle de l'attentat du métro de Tokyo par la secte Home, mais il y a eu d'autres choses avant. Il y a eu le terrorisme d'extrême gauche dans les années 70 qui a fait énormément de morts. Il y a eu un terrorisme d'extrême droite ensuite dans la fin des années 80 qui a fait aussi pas mal de victimes. Voilà, le problème des sectes au Japon est extrêmement compliqué puisque la liberté de culte est totale, donc religion et secte n'ont pas vraiment de différence légale. Voilà, je travaille là-dessus, c'est déjà pas mal. Voilà, puis je m'occupe de mes enfants, de ma vie. Donc beaucoup de projets. Alors, étant moi-même fan de films underground gore et de cinéma asiatique, je me demandais si toi, tu aurais des films à me conseiller sur le sujet des tueurs en série japonais que je n'ai pas vu souvent abordés au cinéma. Des films sur les tueurs dont je parle, des films japonais, eh ben là malheureusement je vais pas pouvoir vous en conseiller parce que premièrement il n'y a eu quasiment
que des téléfilms de faits sur ces histoires-là, à 99,99% mauvais, voire très mauvais. Le téléfilm sur Miyazaki Tsutomu est irregardable. Moi, je l'ai vu juste à titre informatif. Le téléfilm sur l'affaire de Furuta Junko est horrible. Tous les téléfilms, de toute façon, faits sur ces histoires-là sont totalement inintéressants. Par contre, je peux effectivement vous conseiller quelques réalisateurs et quelques films qui ne parlent pas directement de True Crimes, qui sont plus dans l'univers, notamment la trilogie de la haine de Son Océan, je ne sais pas si vous connaissez, c'est voilà, un triptyque extrêmement bien fait, qui baigne dans une espèce d'atmosphère noire avec tout le décorum que l'on peut imaginer de ces histoires au cœur de Tokyo. Ça, je vous le conseille. Je vous conseille aussi tous les films de Miike Takashi, parce que tout est bon. Voilà, j'ai rien à redire là-dessus. Et même chose, on est dans cet univers-là, même si les tueurs sont fictifs, on est dans cet univers-là. Et quand je me balade le soir à Shinjuku, dans Kabukicho, et on retrouve cette atmosphère dans ces films. Je peux être que totalement fan et je vous le conseille. Kokohaku aussi, c'est un film très perturbant. C'est pas à proprement parler un film de tueur en série ou de tueur de masse. C'est plutôt du revenge, mais la façon dont est écrit le film, la façon dont cette jeune professeure, mère de famille, bascule, il est extrêmement intéressant sur ce que peut être le process de passage à l'acte chez un tueur, potentiellement tueur en série, ça je vous dis pas la fin du film, au Japon, issu d'un milieu plutôt favorisé, mais également sur la société japonaise, sur tout ce qu'il y a autour. Voilà, je vous conseille ça. Par contre, effectivement, je vous déconseille fortement les téléfilms sur les tueurs en série japonais. Eh ben merci Alexandre pour tous ces conseils et surtout merci d'avoir répondu à toutes ces questions. N'hésitez surtout pas à aller sur camionnoir.com pour commander Satsujin. Satsujin, un ouvrage qui est paru en avril, que je vous recommande fortement pour briller en société ou épater vos voisins sur les plages. Satsujin. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission. Je ne sais pas encore quel en sera le sujet, mais il y en a énormément à aborder de toute façon. Et on va se quitter voilà, sur un petit dessin de saga. Voilà, allez, hop, c'est gratuit. Allez, hop, à bientôt.